Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de pouvoir être ici à nouveau. C'est déjà la deuxième fois que je fais une petite présentation pour ce groupe d'entraînement d'interprétation. Et cette fois-ci, je veux faire une petite présentation en français. Et pour briser la glace, je voulais poser une question. Je veux vous demander de répondre en levant la main au lieu d'ouvrir le micro pour ne pas rendre le travail des interprètes plus compliqué. Et je voulais vous demander si vous pensez que cette carte représente la France. Si vous pensez que cette carte représente la France, je vais vous demander de lever la main et je vous observe. Mhm. Alors, qui pense que cette carte ne représente pas la France, donc que cette carte est incomplète? Vous pouvez lever la main. Mhm. D'accord. Je vois que quelqu'un pense que cette carte est incomplète. Ok, je suis d'accord. Puis, qu'est-ce que vous en pensez de celle-ci? Il y a une petite différence. Est-ce que vous pensez qu'elle est complète ou pas? Si vous pensez qu'elle est complète, vous pouvez lever la main. Et puis, si vous pensez qu'elle n'est pas complète, vous pouvez lever la main maintenant. Mhm, ok. Alors, la Corse n'était pas suffisante. C'est la seule différence avec la carte précédente. Eh bien, dans ce cas-là, je suis d'accord avec vous, encore une fois. Et là, je commence la présentation à proprement parler. Comme vous l'avez pu le deviner, ou si vous avez fait une petite recherche avec le message que j'ai envoyé tout à l'heure, quand j'ai annoncé ce titre un peu secret, les autres territoires français, eh bien, ce que je voulais dire tout à fait, c'est que je voulais parler des territoires d'outre-mer ou territoires ultramarins. Celle-ci est la terminologie utilisée en France, ou disons par la République française. Et j'ai décidé de, disons, nommer cette présentation également comme un petit voyage national et intercontinental. Parce qu'en France, il est parfaitement possible de faire un voyage national, c'est-à-dire dans le territoire français, et qu'en même temps, ce voyage soit intercontinental. Et si vous ne le saviez pas aujourd'hui, vous allez avoir quelques informations supplémentaires sur ce sujet-là. Eh bien, voilà la France au complet. Comme vous pouvez l'observer, il y a des territoires en Amérique, aussi sur l'océan Indien, ainsi qu'en Océanie. Disons que ces territoires sont devenus français par plusieurs raisons et dans plusieurs périodes historiques. Tous les territoires qui sont plutôt du côté de l'Amérique et la Réunion, disons qu'ils sont l'héritage du premier empire colonial français, donc l'époque où les Européens arrivent en Amérique, où par exemple la France s'établit au Québec également, et puis l'époque où les Européens commencent à faire du commerce avec l'Inde, surtout à cause des épices. Par contre, les territoires en Océanie, c'est plutôt le deuxième empire colonial, ainsi que Mayotte, et c'est l'époque surtout du 19e siècle quand l'Europe se retourne plutôt vers l'Afrique et l'Océanie, puisque l'Amérique a déjà, ils ont été exploités, et la plupart des colonies sont déjà devenues indépendantes. Euh, Donc, sur la carte mondiale, on dirait que ces territoires sont assez petits. Et c'est pour ça que je pensais que je voulais vous montrer également cette carte qui compare la taille de ces territoires avec la taille de la France, disons, de la France métropolitaine, de l'Hexagone. Et comme vous pouvez le constater, la Guyane n'est pas si petite que ça. C'est un quart de la France.
Il s'agit du territoire ultramarin le plus grand par extension. Et puis, la Nouvelle-Calédonie, vous pouvez voir qu'elle est aussi longue que la Bretagne, même plus longue que la Bretagne. Et la Polynésie, même s'il s'agit d'un archipel de plusieurs îles, l'extension totale de tout l'archipel est assez considérable. Eh bien, cette France ultramarine, bon, très souvent en France, on parle de la France métropolitaine et puis de la France des Outre-mer ou ultramarine. Il s'agit de 13 territoires qui ont des statuts juridiques très différents. Et je tiens à vous dire que cette petite présentation n'est pas en cours d'histoire ni en cours de géopolitique, parce que je n'ai pas les connaissances pour donner ces cours. Mais sachez que même si ces 13 territoires ont des caractéristiques en commun par le simple fait qu'ils sont très loin de Paris et très loin de la France, mais en même temps, ils sont des territoires français. Ils ont des cultures très différentes, puisqu'ils sont éparpillés par le monde. Et puis, leur relation avec la France est très différente. Donc, nous avons les DROM, c'est-à-dire les départements et régions d'outre-mer. Et les DROM ont un statut juridique qui est le même que ceux des régions de la France métropolitaine. C'est-à-dire la relation que la Réunion peut avoir avec le gouvernement de Paris est la même que la relation que l'Île-de-France peut avoir avec le gouvernement, disons, le gouvernement national de Paris, l'Île-de-France et la région de Paris. Puis, nous avons les COM, qui sont les collectivités d'outre-mer, et cette relation est un peu plus éloignée, c'est-à-dire ces territoires ont plus de compétences, peuvent prendre des décisions que les DROM ne prennent pas. Et puis, nous avons les statuts particuliers qui sont encore plus complexes. Je dirais seulement que pour chaque territoire, les compétences sont décidées. Donc, il y a eu plusieurs accords qui nous ont menés à la situation actuelle. Et, euh, et en réalité, c'est une situation assez méconnue, même en France. Donc, il y a pas mal de Français qui savent, bien sûr, que ces territoires existent, mais ce n'est pas un sujet dont on parle très souvent. Puis, comme j'ai déjà dit, les réalités dans ces territoires sont très différentes, pas seulement à cause de leur statut juridique en France, ou disons avec la France, mais aussi à cause de leur culture, de leur situation géographique, à cause de leur situation économique. La réalité est très différente, mais ils ont des défis partagés à cause de cette relation avec la France. Au total, on décompte 3 millions d'habitants dans tous ces territoires, ce qui équivaut à 4% de la population française. D'un côté, 3 millions d'habitants, c'est plus que la plupart des villes, mais d'un autre côté, 4% de la population et une population qui est divisée en 13 territoires tellement différents et tellement éloignés les uns des autres, euh, bah, rend, euh, par exemple, la défense de leurs intérêts beaucoup plus difficile. Donc, il est beaucoup plus difficile que ces territoires puissent mener une cause commune ou puissent défendre les intérêts, par exemple, à l'Assemblée nationale. Tous les autres Français, le 96% des Français sont représentés eux aussi. Puis, bien sûr, je ne pouvais pas oublier ce détail puisque nous sommes dans un groupe d'entraînement d'interprétation. Ces territoires ont des langues différentes. D'un côté, nous avons les langues créoles. Ces langues sont nées à partir du mélange du français parlé par les Français du 16e, 17e siècle et les langues surtout africaines
des esclaves qui sont arrivés au territoire contrôlé par les Français. Ces langues créoles naissent de ce mélange et aujourd'hui, dans certains territoires, elles sont les langues maternelles de la plupart de la population. Et puis, j'ai voulu séparer les langues autochtones puisque c'est une réalité différente. Ici, je pense aux langues qui étaient déjà parlées en Guyane avant l'arrivée des Français, par les peuples qui habitaient déjà là-bas, et également les langues autochtones des territoires en Océanie, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, puisque ces territoires-là sont aussi très riches linguistiquement. Une petite curiosité, c'est que pas tous les territoires ultramarins utilisent l'euro comme monnaie. Par exemple, les DROM, c'est-à-dire les territoires qui sont comme des régions françaises, bien évidemment, ils utilisent l'euro comme monnaie. Par contre, les territoires en Océanie utilisent le franc pacifique, donc une autre monnaie. Et puis, grâce à tous ces territoires, la France a le record de fuseaux horaires, c'est-à-dire la France est le pays qui a le plus de fuseaux horaires dans le monde. Et au total, nous avons 12 fuseaux horaires aux Outre-mer, puis le 13e fuseau horaire serait celui de la France métropolitaine. Donc, encore une caractéristique qui nous montre à quel point ces territoires sont dans des parties différentes du monde. Un autre aspect important, la France est un des États membres de l'Union européenne, c'est-à-dire que tous ces territoires ultramarins doivent avoir un rapport avec l'Union européenne. Les DROM, c'est-à-dire les départements et régions d'outre-mer, sont des régions ultra-périphériques. C'est le même statut que peuvent avoir, par exemple, l'île de Madère ou les Açores ou les îles Canaries. C'est-à-dire ce sont des territoires qui font partie de l'Union européenne, comme n'importe quel autre territoire de l'UE, mais géographiquement, ils sont assez éloignés du continent européen. Puis nous avons le statut de pays et territoire d'outre-mer. Ici, le rapport est un peu plus éloigné. C'est les territoires qui sont marqués en vert. C'est le cas également, par exemple, pour le Groenland, qui fait partie du Danemark. Et puis, en rouge, nous avons ces autres territoires spéciaux. Et dans ce cas-là, nous avons seulement l'île Clipperton. En réalité, il s'agit plutôt d'un îlot, vraiment très, très, très petit. Personne habite là-bas. Et il s'agit tout simplement d'une petite île qui est très stratégique pour avoir des eaux territoriales, mais à niveau juridique, il n'y a pas d'autres complications, d'après ce que je sais, mais je ne suis pas spécialiste, je vous préviens. Alors, quelle est la situation de ces territoires? Et donnez-moi un instant parce que je n'arrive pas à lire. Voilà. Eh bien, commençons par les atouts. Soyons positifs. Ces territoires sont extrêmement riches, mais extrêmement riches en ressources et en biodiversité. Donc, les paysages que vous pouvez trouver sont vraiment incroyables. Les plages que vous pouvez trouver à La Réunion ou en Polynésie, c'est vraiment les plages qu'on imagine sur une carte postale, des plages presque vierges, avec très peu de personnes. Donc, vraiment incroyable. Puis, grâce à ces territoires, la France a la deuxième zone économique exclusive du monde, seulement après les États-Unis. Donc, comme vous pouvez le constater, avoir ces territoires est assez stratégique. Déjà pour les ressources, par exemple, la Nouvelle-Calédonie a des réserves de nickel colossales, vraiment énormes. Et puis, toutes ces zones économiques, toutes ces eaux territoriales et toutes ces zones économiques exclusives euh, donnent à la France des hectares et des hectares d'eau où elle peut, par exemple, pêcher tranquillement, où elle peut extraire des ressources sans aucune concurrence, puisque la zone économique est
exclusif comme le mot indique. Puis pour ces territoires, en général, la situation est meilleure par rapport aux territoires voisins, c'est-à-dire par rapport aux pays voisins. Puis le climat, en général, sauf à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est à côté du Canada. Donc, l'hiver est assez froid, comme vous pouvez l'imaginer, mais sauf Saint-Pierre-et-Miquelon, le climat dans ces territoires est assez agréable par rapport à la France, même si la France n'est pas le pays le plus froid du continent européen, ni du monde. La Corse, la côte méditerranéenne ont un climat assez agréable. Mais si on compare ce climat avec, par exemple, si on le compare à la Guyane ou on le compare à la Réunion où l'hiver n'existe pas, entre guillemets, il y a pas mal de Français sont très satisfaits avec le climat dans ces territoires. Et puis, comme j'ai déjà évoqué, ce sont des destinations touristiques qui font rêver à cause de la biodiversité. Donc, pour les scientifiques, se rendre à ces territoires, c'est vraiment une aventure et une opportunité de recherche hum, presque sans comparaison ailleurs. Et puis, puisque ce sont des territoires assez méconnus et avec des connexions assez mauvaises, si on n'y va pas depuis Paris, eh bien, ce ne sont pas des destinations où on trouve un tourisme de masse. Donc, ça rend ces destinations plus attirantes pour certaines personnes. Mais bien sûr, nous avons l'autre face de la monnaie. Il y a des défis très importants. Le plus important pour la population locale est le coût de la vie, qui est assez élevé par rapport à la France. Déjà, la France n'est pas un pays pas cher. Au contraire, eh bien, au territoire ultramarin, presque tous les produits seront plus chers qu'en métropole. Pourquoi? La structure, depuis des siècles, a toujours été la même. La France fournit à ces territoires les produits transformés ou les produits, disons, plus euh, complexes. Ils n'ont pas les produits, disons, agricoles ou produits de base. C'est-à-dire qu'il faudra toujours payer, ou presque toujours, il faudra payer une importation assez chère. Il y a eu plusieurs polémiques à cause des prix. Donc ça, c'est un défi très important. À cela, il faut ajouter le taux de chômage qui est en général plus élevé aux territoires ultramarins par rapport aux régions de la France métropolitaine. Et puis, dans le marché privé, les salaires tendent à être plus bas. Donc, nous avons un coût de la vie plus élevé et des salaires plus bas et plus de chômage. Ce n'est pas la meilleure combinaison. J'ai voulu indiquer ou j'ai voulu faire, disons, cette remarque du marché privé, car pour le fonctionnariat, ce n'est pas comme ça. En réalité, c'est le contraire. Les fonctionnaires qui travaillent dans ces territoires ultramarins reçoivent un salaire plus élevé. Donc, il y a un complément qui est ajouté à leur fiche de paye, car l'État est conscient de cette différence. L'État sait que le coût de la vie en Outre-mer est plus élevé et donne disons, ce complément pour compenser cette perte de pouvoir d'achat. Et les autres défis dont je voudrais parler, c'est d'un côté le manque d'opportunités, surtout pour le jeune. Et puis, j'ai l'impression que, enfin, j'ai écrit deux points, mais en réalité, c'est un point en commun. Je pense que c'est plutôt de la structure qui va avec. Mais en général, les infrastructures et les services en Outre-mer sont moins développés qu'en métropole. Donc, en général, les territoires reçoivent moins d'investissements que les régions de la France métropolitaine.
Et on va dans ces territoires, on observe, c'est peut-être ce manque d'investissement, par exemple au transport en commun ou aux autoroutes, aussi à niveau des hôpitaux ou des universités. Et un problème que je trouve qui est très important pour ces territoires, c'est exactement le manque d'université ou, par exemple, le manque de transport en commun. Euh, Quand les jeunes des territoires ultramarins finissent le lycée et ils passent leur bac et ils sont prêts pour commencer leurs études universitaires, c'est un peu comme une règle non écrite, mais on comprend que les jeunes partiront, iront en France pour faire leurs études. Et il est très facile disons, assez facile pour les jeunes de ces territoires d'aller en France. Enfin, déjà, c'est le même pays, même si c'est à 12 heures d'avion ou à 20 heures d'avion. Puis, il y a beaucoup de bourses pour pouvoir s'installer en métropole, pour commencer des études universitaires en métropole. Et les universités publiques en France sont pas chères du tout. C'est-à-dire que pour les parents, ce n'est pas un effort de devoir payer l'université. Ce sera plus cher de payer les vols. Les vols seront très chers. Puis, la vie en France est chère, elle aussi. Mais la vie en Polynésie est très chère aussi. Donc, ce n'est pas une différence. Et peut-être que pour certains étudiants, ce sera moins cher d'habiter à Paris ou à Lyon que chez eux, à cause du prix, par exemple, des aliments. Mm. Donc, des produits vraiment très nécessaires. Quel est le problème? Il est très facile de partir à 18 ans. Par contre, il est très difficile de rentrer après les études. Donc, si plus tard, à 30 ans, à 40 ans, on veut rentrer, on veut créer son entreprise à La Réunion ou à Mayotte, si on veut rentrer pour être près de sa famille, là, l'État n'offre plus de bourse ni d'aide économique. Là, il faut vraiment le payer de son portefeuille. Et malheureusement, cela n'est pas à la portée de beaucoup de personnes. Donc, en métropole, il y a plusieurs communautés de ces territoires qui se sentent un peu attrapées par la situation. Donc, la France leur a payé les études et leur a, disons, facilité leur déménagement en France. Par contre, rentrer, ce n'est pas aussi facile que ça. Puis, et puis, je vais faire des petits commentaires sur les territoires. Je ne veux pas que cette présentation soit très très longue, donc je vais être disons, assez bref. Et enfin, pour chaque territoire, je pourrais faire une présentation de 30 à 40 minutes. Donc, je vais dire, disons, les caractéristiques qui m'ont, disons, intéressé le plus. Mais si jamais vous avez voilà, de l'intérêt pour un territoire ou un autre territoire, euh, je vous invite à chercher des podcasts, ou des vidéos sur YouTube. J'ai l'impression qu'en portugais, il n'y a pas trop de matériaux, mais pour ceux et celles qui parlent français, il y a plein de matériaux disponibles. Et puisque nous sommes au Brésil, j'ai décidé de commencer par l'Amérique du Sud. Donc, on commence par notre voisin, la Guyane, qui est le territoire le plus grand par extension et en même temps le plus boisé. Donc, c'est un peu comme un petit Brésil. La population se concentre sur la côte et puis dans la partie amazonienne, la population est plutôt petite. Il s'agit d'un territoire extrêmement multilingue. Donc, nous avons enfin, bien sûr le français comme langue officielle, puis les langues des peuples autochtones, puis le créole guyanais qui existe lui aussi, et puis les langues des communautés des immigrés. Donc, il y a des communautés brésiliennes qui parlent le portugais, il y a des communautés haïtiennes qui parlent l'haïtien,
parmi d'autres langues. Et puis, une petite curiosité de ce territoire, l'Agence spatiale européenne exploite le centre spatial guyanais avec d'autres organisations. Donc, très souvent, quand l'UE veut lancer des satellites ou veut voilà, lancer des opérations spatiales, eh bien, elle se déroule depuis la Guyane parce qu'il y a ce centre spatial qui existe depuis le XXe siècle. En réalité, il s'agit d'un projet de Charles de Gaulle, donc ça ne date pas d'hier. Puis, je passe aux Antilles. Nous avons plusieurs îles. Déjà, nous avons la Guadeloupe, qui est ici, en haut et à gauche, et la Martinique, à droite. Et puis, Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Enfin, déjà, Saint-Martin, c'est la moitié de l'île, puisque l'île de Saint-Martin est divisée. Le nord est, disons, en territoire français. Le sud est en territoire des Pays-Bas, néerlandais. Saint-Barthélemy, toute l'île est en territoire français. Donc, d'un côté, nous avons la Guadeloupe et la Martinique, qui sont des régions d'outre-mer. Donc, leur relation avec Paris est très proche. Et il s'agit de territoires plus peuplés. Donc, ils ont un poids démographique plus fort. Par contre, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, comme vous l'avez vu sur la carte, il s'agit des îles où, bon, pour Saint-Martin, c'est la moitié de l'île. Donc, ils sont des territoires beaucoup plus petits. Ils ont des statuts différents. Donc, la relation avec la France est un peu différente. Dans le passé, les deux territoires étaient contrôlés administrativement par la Guadeloupe, mais ils se sont séparés. Et petite curiosité, Saint-Barthélemy a un passé suédois, donc il a fait partie de la Suède, mais plus tard, ils ont décidé de rendre l'île à la France. Et en dépit de ces différences, il y a des similarités historiques. La plupart de la population est issue de la traite d'esclaves et dans toutes les îles, il y a des langues créoles qui y sont parlées. Et là, on fait un petit voyage vers le nord, à Saint-Pierre-et-Miquelon, euh, très très près du Québec. Vraiment, les Français y sont arrivés quand ils ont colonisé le Québec. Donc, les jeunes de Saint-Pierre-et-Miquelon, quand ils doivent étudier, soit ils vont en France, soit ils étudient au Canada, qui est à côté. Et puis, une petite curiosité de cette île, c'est l'influence basque. Enfin, déjà, vous pouvez voir le drapeau basque qui fait partie de ce drapeau de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un drapeau non officiel. Et puis, cette influence basque est surtout à cause de la pêche, surtout de la pêche de baleines. Lors de la colonisation, les Basques ont été des pionniers et c'est pourquoi plusieurs familles basques se sont installées dans la région, à Saint-Pierre-et-Miquelon aussi, mais pas que. Et là, ici, nous faisons un changement de continent. Nous allons vers le Pacifique Sud et je commence par la Polynésie française, qui est un archipel énorme. On décompte 118 îles, dont 76 sont habitées. En d'autres mots, la moitié des îles ne sont pas habitées. Et seulement avec la Polynésie française, nous avons déjà 40% de la zone économique exclusive française. Donc, grâce à toutes ces îles éparpillées sur l'océan Pacifique, la France a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau territoriale, ce qui, comme j'ai déjà évoqué, est très stratégique. Puis, nous avons ce petit territoire très, très petit, lui aussi en Océanie, Wallis et Futuna. Euh, nous parlons de, euh, je pense, si je ne me trompe pas, 11 000 personnes. Donc, il y a des rues à Sao Paulo qui ont plus de personnes que Wallis et Futuna. Officiellement, ils n'ont pas été colonisés, mais ils ont décidé de faire partie de la France. Ils étaient organisés en trois royaumes différents. Aujourd'hui, nous avons l'île de Wallis et l'île de Futuna. Leurs langues autochtones sont encore parlées.
Et comme vous pouvez l'observer sur la carte, ils sont, disons, entre la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Et ils sont près, entre guillemets, de certaines îles d'Océanie, mais assez isolés, je dirais. Et puis, le dernier territoire en Océanie, c'est la Nouvelle-Calédonie, qui, elle, est une collectivité sui generis. Ici, ce sujet est très délicat. Je pense que de tous les territoires d'outre-mer, la situation la plus délicate se trouve ici, en Nouvelle-Calédonie. Déjà, il y a toute une partie de la Constitution française qui est dédiée à la Nouvelle-Calédonie. Donc, les compétences de la Nouvelle-Calédonie sont très différentes par rapport aux autres territoires. Au début, la Nouvelle-Calédonie était une colonie pénitentiaire, donc c'est un peu le même concept que l'Australie pour le Royaume-Uni. Mais puis elle a évolué. Les Kanaks, qui sont le peuple, disons, originaire autochtone de l'île, aujourd'hui sont 41% de la population, c'est-à-dire que plus de la moitié de la population est issue des Français, des personnes, disons, d'immigrés d'autres îles du Pacifique ou de l'Asie, qui se sont installés sur l'île au cours de la période, disons, française depuis le 19e siècle. Et récemment, donc, au 21e siècle, trois référendums d'autodétermination se sont tenus sur l'île pour décider l'avenir de l'île et voir si une majorité de l'île euh, souhaitait de devenir un pays indépendant. Dans les trois cas, le résultat a été que le non a remporté le référendum, mais lors du troisième référendum, il y a été, disons, il y a eu une polémique assez forte car il a été tenu lors de la pandémie, donc dans une période où plusieurs personnes avaient peur de sortir de chez eux à cause du coronavirus, car ils ne voulaient pas se contaminer. Et n'oublions pas que les hôpitaux en- aux Outre-mer ne sont pas aussi bien équipés qu'en France. Donc, il y avait, disons, disons, plus de crainte. Euh, donc, surtout disons, la partie en faveur du oui, donc la partie kanak, a durement critiqué cette décision de l'Élysée et ils ont dit que pour eux, ce troisième référendum n'est n'est pas valable, n'est pas valide et qu'il devrait être répété. C'est pourquoi, quand on écoute les nouvelles en France, très souvent on parle de la Nouvelle-Calédonie car il y a beaucoup de manifestations, il y a des meutes parfois, il y a déjà eu des couvre-feux car la violence était tellement forte que on n'était pas sûr de sortir à la maison, sortir dans la rue. Et les enfants ne pouvaient pas aller à l'école, par exemple. Donc, c'est vraiment une situation compliquée. Et là, on change de territoire, à nouveau, on change de continent en même temps. On passe à la Réunion. Dans ce cas-là, on parle du territoire le plus peuplé, pardon, des Outre-mer. Déjà, des 3 millions que nous avons vus précédemment, 1 million se trouve ici, sur cette île. Et ici, vous avez déjà la carte de la Réunion sur l'océan Indien, à côté de l'île Maurice et à côté, entre guillemets, de Madagascar. Et il faut quand même prendre l'avion. Et vous avez également une carte de l'île de la Réunion. Saint-Denis est la capitale. Et comme la plupart des territoires dont j'ai parlé, il s'agit d'une île volcanique. Il y a deux volcans. D'un côté, le Piton des Neiges, qui est le volcan qui est considéré l'origine de l'île, et puis le Piton de la Fournaise, un volcan qui, lui, est actif, très actif. Donc, il y a des éruptions volcaniques presque toutes les années.
Euh, et puis, je voulais ici évoquer une petite histoire. Je ne veux pas entrer dans les détails car elle est une histoire très compliquée bon, qui a eu, disons, de plusieurs épisodes au cours des décennies, mais c'est l'histoire des enfants de la Creuse. Et je voulais en parler car parfois on en parle encore euh, au journal télévisé ou disons les médias en parlent car c'est une histoire assez traumatisante, je dirais, où plusieurs enfants de La Réunion ont été emmenés en France. Parfois, on a dit aux familles que les enfants étaient morts. Parfois, on a communiqué aux familles que les enfants passeraient 1 an, 2 ans en France et puis rentraient, mais ils ne sont jamais rentrés. Et l'objectif, c'était de repeupler la Creuse. La Creuse est un département en France métropolitaine qui, déjà à l'époque, avait une population, disons, assez vieillie. Donc, imaginez maintenant, et encore plus vieillie. Et pour, disons, faire face à cette pénurie de jeunes, pour le dire, pour pouvoir le verbaliser d'une certaine façon, pour rajeunir la population, ils ont décidé d'amener des enfants, donc vraiment des enfants de 8 9 ans, réunionnais là-bas. Il y a, il y a plein de documentaires, plein de podcasts qui, euh, euh, qui en parlent, qui expliquent comment toute l'histoire, disons, tout le programme s'est déroulé. Et ces enfants ont dû vraiment lutter pendant des décennies. Cette lutte est arrivée même au XXIe siècle pour que l'État français reconnaisse ce qu'ils ont fait et qu'ils reconnaissent qu'ils ont séparé des enfants de leur famille sans que les familles le sachent. C'est ça, disons, le problème principal. Et il y a des enfants qui ont dû lutter pendant 20, 30, 40 ans pour pouvoir revoir leurs parents qui sont restés à La Réunion. Et puis, le dernier territoire dont je vais parler, c'est Mayotte. Mayotte fait partie de l'archipel des Comores. Mayotte, tout comme La Réunion, est une région d'outre-mer, c'est-à-dire il y a une relation très proche avec le gouvernement de Paris. Mayotte devient et demande la départementalisation en 1975 quand les Comores deviennent un pays indépendant, sauf que Mayotte, contrairement aux autres îles, lors du référendum, vote contre l'indépendance. Donc Mayotte ne souhaite pas devenir indépendant. Et c'est pourquoi elle est séparée des Comores, du pays qui est né en 1975, et elle est rattachée à la France en tant que département et région d'outre-mer. Mayotte est très différente aux autres territoires français, déjà parce que 95% de la population est musulmane et certes, il y a des musulmans en France métropolitaine aussi, mais c'est le seul territoire où les musulmans sont une majorité en France. Et puis, le taux de natalité en France est, désolé, le taux de natalité à Mayotte est beaucoup plus élevé qu'en France. On parle même de 5 enfants par femme, ce qui est vraiment très différent par rapport aux autres territoires français. Et on a parlé de Mayotte assez souvent aux médias également, car surtout aux alentours de la capitale, il y a des bidonvilles et beaucoup de maisons de fortune. Donc, beaucoup de familles habitent dans une situation très précaire qui ne serait pas imaginable ailleurs en France. Et nombreuses sont les familles qui habitent dans cette situation de précarité et qui ne sont pas, disons, mahoraises ou françaises d'origine, mais plutôt qui viennent des Comores ou d'autres pays. Et il y a eu
pas mal de violence et il a eu pas mal de problèmes et les forces de l'ordre sont intervenues et il y a eu plusieurs polémiques aussi. Mais tout comme en Nouvelle-Calédonie, il s'agit d'un sujet très complexe euh, qui existe depuis des décennies et qui est impossible de résumer en quelques minutes. Et donc pour conclure cette présentation, comme vous avez pu l'observer, il s'agit des territoires très différents qui se trouvent dans des continents qui se trouvent vraiment dans les parties opposées de la planète. Donc, ils ont une partie de leur histoire qui est complètement différente, mais en même temps, ils ont une histoire partagée, la colonisation française. Ces territoires, comme j'ai déjà évoqué, ont des atouts très forts, une biodiversité hum, presque sans égale, des ressources très riches, et ils donnent à la France des eaux territoriales très stratégiques. En même temps, il s'agit de destinations touristiques vraiment de qualité, mais en même temps, la population de ces territoires fait face à des défis euh, partagés eux aussi, surtout le coût de la vie très élevé, le manque d'opportunités, et cette obligation, pourrions-nous dire, même si c'est une règle non écrite ou disons personne oblige personne, mais très souvent, il est très difficile de pouvoir rester euh, chez soi. Il faut vraiment aller en France métropolitaine pour pouvoir progresser, surtout professionnellement. Et puis, si ces territoires sont en français aujourd'hui, eh bien, c'est un héritage direct de l'Empire colonial français. Comme je l'ai déjà évoqué, les Antilles, disons, tous les territoires en Amérique et la Réunion sont l'héritage du premier empire colonial français, quand la France a concentré ses efforts au continent américain et puis aux routes de commerce avec l'Inde et l'Asie. Et puis les autres territoires, surtout ceux qui sont en Océanie et Mayotte, sont l'héritage du deuxième empire colonial français, quand la France s'est concentrée sur l'Afrique et l'Océanie, puisque c'était les tendances des autres empires coloniaux également. Et avec ça, j'ai fini, je conclus ma présentation. J'espère que vous l'aurez trouvée intéressante. Et si jamais vous avez des questions, je vais essayer de pouvoir les répondre, même si je ne suis pas du tout expert en cette matière. Et voilà, merci beaucoup de votre attention.